Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de Milan-San Remo, qui est donc le premier monument de la saison et qui se tiendra ce samedi en Italie. Donc, Milan-San Remo, course qu'on attend beaucoup puisque c'était l'un des highlights de l'année dernière avec ce duel magnifique entre Van der Poel et Pogacar avec en arbitre Filippo Ganna. Donc ça y est, on est reparti pour cette année pour le premier gros affrontement de la saison. Pour ça, au programme du jour, je vous propose d'abord de regarder rapidement le parcours, même s'il change pas trop, la météo. Ensuite, on regardera vite fait les scénarios des précédentes années. Et enfin, on se penchera sur les cotes pour voir qui sont les favoris cette année. Même si spoiler, il y en a que deux. Mais bon, bref. On passe d'abord rapidement sur le parcours. Donc vous le connaissez très bien. Le parcours de Milan-San Remo, il ne change plus. C'est 298 km entre Pavia et San Remo, donc pas très loin de Milan. On passe par de très longues heures d'ennui, on va pas se mentir, avant d'arriver dans le final. Mais donc en gros, les 240 premiers kilomètres, il se passe pas grand-chose. C'est quasiment tout plat. Il y a le Passo del Turchino qui est la première montée de cette course-là, mais bon, c'est pas grand-chose franchement. Et ensuite, on arrive dans le final, donc on va dire les 60 derniers kilomètres, où là, on arrive sur le rivage au bord de la mer. Et donc là, c'est magnifique. On a des paysages de fou. Et on a aussi des capis. Les capis qui sont donc les petites montées qu'on a sur le bord de l'Italie. Et donc, on enchaîne plusieurs capis. Le Capo Mele, le Capo Servo, le Capo Berta, qui commence à être important. Puis ensuite, on arrive dans les deux montées finales de ce San Remo. Bien évidemment, la Cipressa, puis le Poggio di San Remo. Donc, pour la Cipressa, son sommet est situé à un peu plus de 20 kilomètres de l'arrivée. Donc ça fait loin, c'est un peu difficile, mais on a vu que l'an dernier c'était déjà passé des choses. Pour rappel, la Cipressa, c'est presque 6 kilomètres à un peu plus de 4% de moyenne. Donc c'est pas très dur, mais c'est quand même un petit peu plus dur que le Poggio, qui lui fait un peu moins de 4 kilomètres et à un peu moins de 4%. Donc le Poggio est plus court et moins pentu pardon, que la Cipressa. En revanche, il est placé bien évidemment plus proche de l'arrivée. Puisque son sommet est situé à seulement 6 bornes de l'arrivée, on a cette descente qui est vraiment furieuse. Et ensuite, on arrive sur les 2-3 km de plaque qui arrivent sur la Via Roma jusqu'à l'arrivée. Donc, ce qui est vraiment important dans cette course-là, c'est bien évidemment les petites dernières difficultés. Mais en fait, tout le monde dépasse ces difficultés. Donc, on arrive ensuite dans la Cipressa, enfin plutôt précisément au pied de la Cipressa. En général, on roule à un beau rythme, on descend jusque le Poggio, et puis là, c'est l'explosion dans le Poggio. Tout le monde essaye d'aller le plus vite possible pour aller jusqu'au sommet. Ce qui est important, c'est que dans la Cipressa et dans le Poggio, il y a des virages. Et vu qu'on a dit tout à l'heure que les pourcentages n'étaient pas très élevés, bah, ça force les coureurs à freiner un petit peu dans les virages. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas 5 trajectoires différentes hein, dans ces monts-là. C'est très souvent en file indienne. Et en fait, si vous êtes en file indienne et qu'il y a 180 mecs dans le peloton, il faut forcément être en tête. Et donc, c'est toujours une énorme bataille pour être bien placé. Tout est question de placement dans Milan-San Remo, de patience et de placement puisque c'est une course qui dure 7 heures. Les 6 premières heures, il se passe absolument rien. Et dans le final, c'est une explosion de joie. Enfin, moi, c'est une course que j'ai vraiment appris à apprécier, pardon. Dans mes plus jeunes années de suiveur cycliste, j'avais un peu du mal avec le Milan-San Remo, qui n'était pas forcément diffusé aussi. Mais là, c'est vraiment un moment d'intensité assez fou. Et ce qui est super avec Milan-San Remo, c'est qu'on a une incertitude vraiment sur le profil du coureur qui va gagner. Même si ces dernières années, on a quand même un Mathieu Van Der Poel qui met un peu sa main sur cette épreuve-là, c'est quand même toujours un peu le temple du suspense de la saison cycliste. Et on a donc cette descente au sommet du Poggio qui est très dangereuse, énormément de virages. On se souvient que Mohoric avait gagné en 2021, 2022, 2021, je ne sais plus, en se lançant à tombeau ouvert, non, à tombeau perdu ou à cœur ouvert dans la descente et qui avait remporté donc cette épreuve-là. On va parler rapidement de la météo. Il devrait faire 10-15 degrés. Pas de soleil, a priori. Plutôt nuageux sur la côte italienne. Mais bon, toujours des conditions plutôt favorables pour faire du cyclisme. Il n'y aura pas de pluie cette année non plus. Et il n'y aura pas trop de vent. Donc, des conditions idéales pour aller faire du vélo. On va regarder rapidement le débrief des dernières années. Donc, on commence par 2023. 2023, c'était donc l'année où Van Der Poel s'était imposé devant un petit groupe de trois qui était composé de Ganna, Van Aert et Pogacar. Pogacar qui avait fait 4. Donc ces 4 noms, vous les connaissez bien. Euh, on risque de les revoir cette année, surtout 3 d'entre eux à mon avis. En 2024,
Et bah, Mathieu Van Der Poel avait tout contrôlé, que Jasper Philipsen s'impose au sprint. Ça, c'était quand même assez une année assez folle. Il y avait un groupe de 12 qui s'était joué la victoire au sprint, parmi lesquels, bien évidemment, Matthews, Pogacar, Philipsen, encore Mohoric, Stuyven, Julien Alaphilippe, Tom Pidcock. Et ça s'était réglé au sprint. Et finalement, Philipsen l'avait emporté d'un souffle devant Michael Matthews. Et l'an dernier, probablement la meilleure édition de ces dernières années, c'était complètement fou. Ce duel entre Van Der Poel et Pogacar qui s'est lancé dès la Cipressa, parce que les années précédentes, Pogacar a compris que le Poggio c'était pas suffisant pour sortir quand on a un profil comme le sien. Il a donc décidé de faire rouler à fond Jonathan Narvaez et Tim Wellens dans la Cipressa avant d'attaquer lui-même, de s'isoler avec Mathieu Van Der Poel. On avait Philippe Ogana qui était pas très loin. On a eu un temps aussi le Français Romain Grégoire qui avait suivi, qui avait finalement explosé dans la Cipressa, mais c'était les quatre seuls qui étaient en tête à ce moment-là. Mais donc c'était un vrai duel entre le champion du monde Pogacar et l'ancien champion du monde Van Der Poel, euh, qui se rendaient coup sur coup, et donc c'était vraiment superbe. Et puis Ghana qui essayait de tenir la roue à chaque fois, qui se distançait, et qui revenait, et finalement qui a pu se jouer le sprint final de la victoire. Victoire qui est revenue à Van Der Poel au sprint devant donc Philippe Ogana et Tadej Pogacar. Donc concrètement, la clé de ces dernières années, bah, c'est que Pogacar n'a jamais réussi à se débarrasser de Mathieu Van Der Poel, et à chaque fois c'est un Alpecin de Koninck qui a gagné. Donc, on sait que cette année, les 2 gros objectifs de Pogacar, c'est pas le Tour de France, c'est pas les championnats du monde, même si ça reste des objectifs malgré tout. Ces 2 objectifs principaux, c'est Milan-San Remo et Paris-Roubaix. Donc le premier se dresse ce samedi avec Milan-San Remo. Et pour parler de ça un peu plus en profondeur, je vous propose qu'on passe tout de suite sur les cotes, des bookmakers. Le grand favori pour ce Milan-San Remo, il est coté à 2,25, c'est Mathieu Van Der Poel. Alors c'est quand même assez intéressant parce que 2,25, c'est une cote qui est faible, qui montre que Van Der Poel a quand même des chances importantes de gagner, mais par rapport à ce qu'on a pu voir récemment sur le cyclisme, je pense à la fin d'année dernière, sur le Tour de Lombardie, les championnats du monde, les championnats d'Europe, ou encore les Strade Bianchi en ce début de saison, les cotes étaient plus faibles pour Pogacar. Donc là, il y a quand même un petit peu d'incertitude avec un Mathieu Van Der Poel qui a 2,25, qui sera donc le grand favori à sa propre succession sur cette édition de Milan-San Remo. Si on regarde rapidement l'équipe de Mathieu Van Der Poel, elle est importante. Parce que dans cette équipe, on a Caden Groves et on a aussi Jasper Philipsen. On n'a pas encore les compos totales, mais on sait déjà que on aura ces trois coureurs-là du côté de la Alpecin Premier Tech. Et pourquoi je dis qu'ils sont importants? Parce que Philipsen, c'est toujours une menace sur cette course-ci, même si je pense que cette année, ça le sera pas trop. On va pas se mentir, je vois bien un scénario où ça explose complètement dans la Cipressa, et je ne vois pas Philipsen tenir. Mais pour rappel, quand même, Philipsen, c'est donc qui gagne Milan-San Remo en 2024. L'an dernier, bon, il a complètement explosé dans la Cipressa, il finit 163e. C'était pas vraiment un sujet, mais si jamais on a des scénarios où ça se regarde, et bah Philipsen peut revenir. Donc c'est toujours un danger pour les autres et qui force les autres aussi à attaquer. Et on sait que si jamais Philipsen revient dans le groupe où Van Der Poel sera, c'est vraiment compliqué parce que Van Der Poel va pas laisser sortir et va rouler pour que Philipsen soit lancé dans des meilleures conditions. Et on sait qu'au sprint, c'est difficile d'aller chercher Jasper Philipsen. En ce début de saison, Philipsen, c'est un peu moyen. Il a fait un peu n'importe quoi sur les courses auxquelles il est aligné. Il n'a pas réussi à gagner jusqu'à la course d'aujourd'hui, puisque j'enregistre mercredi soir. Il a gagné donc le Dalilit Nokkerkoers, qui est une course qui lui convient bien à Jasper Philipsen. C'est pas la première fois qu'il la gagne, et donc course difficile en Belgique, mais plutôt réservée aux sprinters. Donc ça montrait qu'il était plutôt en forme. euh, Jasper Philipsen, mais je pense que ça sera cette année un vrai duel entre Van Der Poel et Pogacar. Peut-être un troisième homme qui s'invitera à la table, on en reparlera un peu après, mais j'ai l'impression que ça sera vraiment trop dur pour Philipsen cette année. Donc certes, c'est une belle menace pour les concurrents de Van Der Poel, mais là, je pense que cette année-ci, à l'image de l'an dernier, il sera hors jeu. Il y a un autre coureur dont j'ai parlé rapidement, c'est Caden Groves. Caden Groves qui fait cinquième l'an dernier, donc c'est important de le mentionner. Le problème, c'est que l'an dernier, il fait cinquième parce que il fait la deuxième place du sprint du peloton derrière Matthews, mais c'est à 43 secondes de la victoire. Donc ça montre qu'il était pas non plus vraiment dans le match malgré une super place. Et je pense que cette année, ça sera pareil. Maintenant, venons-en au coureur principal, Mathieu Van Der Poel. Qu'est-ce qu'il a fait en ce début de saison, Van Der Poel? Il est allé sur le Het Nieuwsblad, qu'il a gagné franchement assez haut la main. Euh, il était très fort, tout simplement, Mathieu Van Der Poel sur ce circuit-là.
À noter aussi que Mathieu Van Der Poel a fait 13 courses de cyclocross cet hiver, qu'il a toutes remportées. Euh, il semble très bien préparé. Et là, il était sur Tirreno la semaine dernière, où il allait gagner 2 étapes, voilà, tranquillou bilou. On rappelle que l'an dernier, il était très très fort sur Milan-San Remo, alors qu'il n'avait pas réussi à gagner à Tirreno. Cette année, il fait 2 victoires d'étape, pas devant n'importe qui non plus. Et donc, il a fait aussi des efforts sur la dernière étape sur San Benedetto del Tronto pour se préparer un petit peu à Milan-San Remo. Il y a quand même un truc que j'aimerais bien noter sur ces 2 victoires d'étape. Tout d'abord, la deuxième, celle qu'il gagne au sprint devant le groupe où il y avait Van Aert notamment. C'était très bien joué. Il n'y avait rien à dire en termes de tactique, c'était impressionnant. Il y avait Isaac Del Toro, Filippo Ganna dans ce groupe-là, Ben Illy, Wout Van Aert. Et il a réussi à s'imposer. Bon, c'est aussi parce que Van Aert a dû aller chercher tous les gars qui partaient devant, puisque Jorgensen avait fait beaucoup de taf pour lui. Mais tactiquement, c'était très fort. On a vu qu'il était vraiment en forme. Par contre, je dois avouer que la victoire de Van Der Poel sur les chemins blancs sur ce Tirreno a pas été si rassurante que ça. Pourquoi? Parce que le final n'était pas très dur. Sur cette étape des chemins blancs, il y avait une rampe qui faisait 1 km à 7% dans les graviers. C'est un peu dur, mais normalement, Van Der Poel, ça passe. Et, et je l'ai pas trouvé impérial. Il est parti tout seul devant, on s'est dit, il va plus jamais être vu. Parti devant parce que Jorgensen s'est cassé la gueule aussi dans un virage. Mais bon, ça c'est le talent de Van Der Poel qui a parlé. C'est totalement grâce à lui que Mathieu Van Der Poel qu'il a su se maintenir sur ses roues, alors que Jorgensen lui n'en a pas été capable. En revanche, derrière, on avait un groupe avec Isaac Del Toro et Giulio Pellizzari qui sont revenus sur Mathieu Van Der Poel. Et Mathieu Van Der Poel a galéré pour gagner au sprint face à ces 2 coureurs. Alors certes, c'est des coureurs qui sont très à l'aise quand ça monte, Isaac Del Toro, Giulio Pellizzari. Je pense que c'est 2 coureurs qui étaient à ce moment-là de la course très en forme, mais pas totalement impérial, le Mathieu Van Der Poel. Moi, c'était un petit doute quand même. Bon, ceci dit, on sait que c'est un coureur qui sait très bien préparer ses objectifs. On l'a vu encore faire du travail là sur la dernière étape de Tirreno Adriatico. Je suis certain qu'il sera très fort en Milan-San Remo. La question, c'est est-ce qu'il sera capable de suivre son meilleur rival, qui est Tadej Pogacar. Maintenant, si on se penche 2 secondes sur la stratégie Alpecin de Koenig, bah, je pense qu'elle est assez simple, hein. Il faut protéger Philipsen, mais sinon, il faut tout donner pour Mathieu Van Der Poel, pour qu'il soit bien placé auprès de la Cipressa. Et après, de toute façon, ça sera plus vraiment un combat d'équipe, ça sera un combat d'homme à homme. Et je pense que Van Der Poel sera capable d'être bien placé, il sait très bien le faire. Tactiquement, il sera pas distancé par Pogacar dans les descentes. Donc ça sera à lui de résister sur les montées, où on sait que Pogacar va l'attaquer à de nombreuses reprises. Et je pense que lui peut se contenter, encore une fois, d'attendre dans les roues de Pogacar. Il n'a pas besoin d'attaquer. Peut-être qu'il le fera s'il se sent vraiment très fort et que Pogacar est un peu en difficulté, mais je pense pas, à mon avis. C'est comme l'an dernier, il va rester dans les roues. Il va compter la ligne au sprint. Et je pense malgré tout que sur un sprint comme ça, à la fin de Milan-San Remo, même si Pogacar va vite, je le vois pas dépasser Van Der Poel au sprint. Donc à mon avis, ça sera la stratégie de Van Der Poel de se dire je m'accroche le plus longtemps possible et on verra ce qu'il advienne. Passons donc à son meilleur rival, Tadej Pogacar qui est coté à 3, donc contre 2,25 pour Van Der Poel. Ça montre que Pogacar n'a pas l'ascendant sur Mathieu Van Der Poel. Il est pas très loin, notamment quand on voit que le troisième est à 10. Ça montre quand même que c'est un véritable duel qui s'annonce sur les routes de Milan-San Remo. Et pour parler de Pogacar, il faut parler de son équipe. Parce que je pense que c'est là que c'est toute la course qui est en train de se jouer. Euh, on rappelle que UAE a eu plusieurs blessures cet hiver, notamment celle de Timo Ehlens et de Jonathan Narvaez. Or, je vous ai dit que l'an dernier, ceux qui avaient tout fait péter dans la Cipressa pour Tadej Pogacar, c'était Jonathan Narvaez puis Timo Ehlens. Ou l'inverse, pardon. D'abord Timo Ehlens et ensuite Jonathan Narvaez. Il me semble que c'est dans Les Rois de la Pédale qu'ils en ont parlé aussi récemment, du placement de l'équipe UAE sur Milan-San Remo 2025. Et c'est vrai que c'était super intéressant, parce qu'on a vu qu'il y a eu un briefing dans le bus, dans lequel Pogacar a expliqué de manière assez vague quelle était la stratégie. Bon, après, c'est des images diffusées au grand public, donc on se doute qu'il n'y a pas le briefing en entier, mais ça faisait pas très bien préparé. Et force est de constater que quand ils sont arrivés en bas de la Cipressa l'an dernier, UAE, eh ben, ils étaient pas bien organisés. Et je pense que ça sera vraiment la grosse clé de cette année, parce que l'an dernier, Wellens était tout seul devant, avec Nils Politt qui a très vite explosé, parce que lui, son taf, c'était de placer les gars au pied de la Cipressa. Et on avait plus loin derrière, Jonathan Narvaez avec Pogacar, ils ont entamé peut-être la Cipressa en 30e position.
Il a fallu remonter tout le monde pendant que Wellens faisait le tempo à balle devant. Et à côté de ça, on avait un Isaac Del Toro qui était aux abonnés absents. Del Toro l'an dernier sur ce Milan-San Remo, c'était assez effrayant alors qu'on attendait beaucoup de lui. Il était complètement hors jeu, pas du tout placé. Finalement, il finit 13e, ce qui est un bon résultat, mais bon, il finit 13e dans le groupe des battus, Isaac Del Toro. Et cette année, ça sera vraiment le gros enjeu pour UAE, je pense. C'était d'être placé au bas de la Cipressa. Maintenant, si on regarde l'équipe UAE, avant de se pencher sur Pogacar plus en détail, on n'a pas n'importe qui. On a Domen Novak, donc Domen Novak, ce sera avec Félix Grossschartner et des capitaines de route. Eux, ils vont bouffer du vent au début de la course. Ils vont même pas rouler derrière le peloton, je pense. Derrière les échappés, je pense. Ils s'en foutront un peu. Ce sera peut-être Sylvain Dillier qui le fera pour, pour Alpecin s'il est présent. Mais eux, leur but, c'est de placer les autres coureurs dans les capis à la fin de la course. Ensuite, on laisse le manche à Florian Vermeersch, je pense, qui devrait faire le placement tout en bas de la Cipressa, le début de la Cipressa. Et après, il y aura un train qui se formera avec Brandon McNulty, Yann Christen et Isaac Del Toro, qui sera la rampe finale, je pense, pour Pogacar. Et ça sera vraiment très important que tous ces coureurs soient très bien placés en bas de la Cipressa, sinon ça ne marchera pas. Donc je pense que c'est là que se joue vraiment la course cette année. Et si jamais c'est le cas, et ben McNulty, Christen et Del Toro, on sait que ça envoie du watt et ça va faire très mal tout simplement. Je suis pas encore totalement serein dans la position de Isaac Del Toro. L'an dernier, on ne l'a pas vu forcément briller sur les Milan-San Remo. On sait que c'est un coureur qui est fort, mais parfois qui a un peu de mal au démarrage. On l'a vu sur le Tour UAE cette année. Bref, je sais pas trop quel sera son état de forme, même si on voit qu'il est très très fort, qu'il a intrinsèquement une qualité hors norme. Bah, je sais pas trop dans quel état il sera ce samedi. À mon avis, il sera pas loin de jouer la gagne, mais ça reste un petit peu une inconnue. C'est pas le coureur le plus fiable. Alors que Brandon McNulty, lui, c'est un coureur extrêmement fiable. Lui, c'est certain que s'il est bien placé, il fera un très bon tempo pour Pogacar. Par contre, que va faire Yann Christian? Ça, c'est la grosse question aussi, je pense, parce que Yann Christian, ça sera un élément très important pour le train de Pogacar. Le problème de Yann Christian, euh, en dehors du fait qu'il ait jamais fait Milan-San Remo, ce qui est déjà quand même un gros problème pour Yann Christian, c'est qu'il est complètement inconstant. On l'a vu extrêmement fort cette année. Je pense notamment au Strade Bianche où il était vraiment injouable. Et là, j'ai regardé Milan-Turin aujourd'hui. Bah franchement, bof. 11e de Milan-Turin. Derrière des coureurs comme Alessandro Fancello, Sébastien Verwick. Ça fait vraiment pas rêver. Il n'était pas en forme, l'ami Yann Christian, et je me demande s'il est pas un peu à la fin de son pic de forme. Et c'est dommage parce que je pense que Pogacar en aura vraiment besoin pour tout faire péter dans la Cipressa. S'il fait le même travail que ce qu'il a fait sur l'Estrade Bianche, c'est juste exceptionnel pour Pogacar. Et la question c'est est-ce qu'il sera capable de le faire? Ça, j'en suis pas trop sûr. Et ensuite, on arrive à Isaac Del Toro. Et franchement, je sais pas quel sera son rôle. Je sais pas si Isaac Toro, pardon, sera capable d'être bien placé au moment de la Cipressa. Et je sais pas quel sera son rôle. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il sera un lanceur de Pogacar. Parce que je pense que Milan-San Remo, quoi qu'on en dise, ça sera tout pour Pogacar. Même si Isaac Del Toro peut être un leader de rechange, on l'a vu sur l'Estrade Bianche, c'était clairement tout pour Pogacar. Et l'Estrade Bianche, Pogacar les a déjà gagnés 3 fois. Avant ça, avant aujourd'hui, enfin avant cette année. C'est pas un monument. Et là, vraiment, Milan-San Remo, c'est la course que veut Pogacar. Donc je pense que toute l'équipe devrait être à son service, sans exception. C'est-à-dire même Del Toro qui pourrait être un élément qui pourrait perturber la course de Van Der Poel. Je pense qu'il devra se contenter de faire le train pour Pogacar dans la Cipressa avant une attaque de Pogacar. Et ensuite, s'il peut suivre, tant mieux, mais s'il peut pas suivre, tant pis pour lui. Et c'est peut-être un peu dommage parce que je me dis que l'an dernier, Pogacar, il n'a pas réussi à décrocher Van Der Poel tout seul, alors qu'il était quand même dans des bonnes conditions, même si on rappelle, Cipressa pas abordé dans les meilleures prédispositions, il était quand même en bonne condition, Pogacar, il n'a pas réussi à le lâcher. Est-ce que faudrait pas jouer à deux, tout simplement? Moi, je pense que ça pourrait être plutôt une bonne stratégie pour UAE. Parce qu'imaginons qu'on s'isole à 3 ou 4 à l'avant. Quand je dis 3 ou 4, c'est Van Der Poel, Pogacar, Isaac Del Toro, peut-être un Ghana qui s'invite. Si jamais Del Toro attaque, que fait Van Der Poel? Moi, je pense qu'il suit, et je pense qu'il suit Pogacar aussi si les deux attaquent, mais ça va rapporter un peu de confusion dans le groupe. Et je pense qu'au bout de la 2 troisième attaque, au fur et à mesure de Del Toro, puis de Pogacar,
Van der Poel commencera à se poser la question, est-ce que je dois suivre Del Toro s'il sort? Et je pense que ça pourrait être un très bon coup tactique, même si c'est prendre le risque que Pogacar ne puisse pas être en position de gagner, je pense que c'est peut-être la meilleure stratégie pour que UAE s'impose. Ou alors, la meilleure stratégie, c'est de se dire Pogacar est encore plus fort que les années d'avant, il s'est entraîné spécifiquement pour Milan-San Remo, et on est quasiment certain qu'il va déposer Van der Poel dans la Cipressa ou le Poggio. On verra. Franchement, on verra, mais il y a deux tactiques possibles. Moi, je sens très fort que on va tout jouer pour Pogacar, parce que je ne vois pas Pogacar prendre le risque de ne pas jouer la victoire sur cette course-là. Mais bon, peut-être que la meilleure stratégie, c'est quand même celle avec un petit binôme avec Del Toro. Enfin bref, on va parler finalement quand même un peu de Pogacar, parce qu'on on a beaucoup parlé de son équipe, mais pas trop de lui. Pogacar, donc il fait une année 2025 complètement stratosphérique, encore au-dessus de son record de 2024, sauf qu'il gagne pas Milan-San Remo. Cette année, il revient sur l'Estrade Bianche, euh, comme d'hab, son petit numéro en solitaire de 80 bornes. On commence à connaître la musique, on sort dans le Monte Santa Maria, on écrase tout le monde, il n'y avait pas de concurrence. Et on a bien vu à ce moment-là que Isaac Del Toro, qui n'a pas mis un coup de pédale pour Pogacar, hein, pour rappel, était vraiment largement en dessous de son leader. Maintenant, sur Milan-San Remo, bah, je pense qu'il va arriver dans les meilleures conditions de sa vie, Pogacar, parce que là, sa forme, tout son pic de forme est basé sur cette course-là et sur Paris-Roubaix, même si les pics de forme avec Pogacar, c'est toujours un peu risqué. On sait que le mec est en forme toute l'année. Euh, Là, il s'est entraîné vraiment très spécifiquement sur Paris-Roubaix, plusieurs reprises, sur Milan-San Remo, à plusieurs reprises. Je pense que c'est l'année où jamais pour la gagner, en termes de forme de Pogacar. Peut-être que l'année où jamais pour la gagner, ça sera dans 2-3 ans quand Van der Poel sera un peu à la retraite, mais peut-être que Pogacar le sera aussi. Donc c'est un peu compliqué. Là, je pense qu'il va vraiment tenter le tout pour le tout cette année, Pogacar, et bah la tactique, ça sera on met un train, et puis on attaque le plus vite possible dans la Cipressa, et on laisse pas de répit, on réattaque le plus fort possible dans le Poggio, et on espère lâcher Van Der Poel. Moi, j'ai pas vraiment de prono à vous donner, pour être honnête. Je pense vraiment que c'est du 50-50 à peu près entre les deux. Et j'aurais quand même cette petite curiosité de me dire comment va jouer UAE. Déjà, comment ils vont réussir à se placer en bas de la Cipressa? Ça, c'est pas gagné, hein, parce que je trouve que ça manque un peu d'expérience dans cette équipe-là malgré tout. Même si McNulty, c'est un coureur très fiable, même si Florian Vermeersch, je pense que c'est devenu un coureur très fiable. Les Del Toro, Christen, c'est pas sur beaucoup de courses, c'est des très bonnes cartes. Sur les Strade Bianche, c'est des cartes exceptionnelles. Là, sur ce Milan-San Remo, c'est peut-être pas les coureurs dont tu as forcément envie d'avoir comme lieutenant. Donc, équipe UAE très très forte sur le papier, mais en fait, je suis pas si certain qu'elle soit adaptée à cette course-là. Donc, on verra, mais j'ai peur que l'absence de Wellens et de Narvaez soit vraiment compliquée pour Pogacar. Il n'y a pas Cosnefroy, ça je suis vraiment déçu. Moi, je pense que Cosnefroy aurait pu être un bon allié pour Pogacar sur cette course-ci, mais bon, il n'est pas convoqué. Bref, ça fait très longtemps qu'on parle, on a parlé que de Pogacar et de Van Der Poel, on va parler un peu des autres. Et pour ça, on va parler de Philippe Ogana, qui est le troisième favori, bien évidemment, et qui est coté à 10. Philippe Ogana, qui sera donc le leader du Team Ineos, il n'y a aucun doute là-dessus. La composition de la Team Ineos n'est pas encore sortie. On sait qu'il y aura Kwiatkowski et Axel Laurence. Euh, Kwiatkowski, ancien vainqueur, on le rappelle de Milan-San Remo, mais bon, c'était pas la même époque, hein, tout simplement. Lui, il l'a gagné en 2017, donc c'était il y a 9 ans. Et Axel Laurence, bon coureur français qui est en forme, mais de toute façon, là, je pense que l'équipe d'Ineos, elle sera pas forcément très utile pour Ghana. Faudra le placer en bas de la Cipressa et ensuite Ghana fera le taf tout seul. Maintenant, si on regarde Ghana, dans quelle prédisposition est-ce qu'il arrive cette année? Et d'abord, dans quelle prédisposition il arrivait l'an dernier? L'an dernier, il avait beaucoup couru avant d'arriver sur Milan-San Remo. Il avait failli gagner Tirreno Adriatico, je sais pas si vous vous souvenez. Euh, il avait fait un super chrono et ensuite il avait un peu résisté. Finalement, il s'était fait battre par Ron Ayuso, je crois, sur les deux, trois dernières étapes. Mais il était devant des mecs comme Tiberi, Derek G, Jane Lay, Tom Cock, Mikel Landa. Donc c'était vraiment une super perf de Ghana, qui arrivait très en forme à ce moment-là, qui avait fait une belle campagne de classique par la suite. Là, l'état de forme de Ghana cette année, on le connaît un peu moins, parce qu'il a un petit peu moins couru. Il a fait beaucoup de courses l'an dernier. Et là, il a fait le tour d'Algarve, où il allait chercher le chrono. Bon, jusque-là, rien de très surprenant. Euh, il gagne le chrono
que 6 secondes devant Ayuso, que 8 secondes devant Söderqvist et seulement 13 secondes devant Paul Sexas. On était sur un chrono qui faisait quand même 20 bornes. Et je trouve que c'était pas un effort, un écart pardon, très élevé pour un chrono plat pour Pipo Ganna sur 20 bornes. Mais bref. Donc il a quand même gagné ce chrono-là. C'est à son mérite. Et ensuite, il allait gagner le chrono de Tirreno Adriatico. Et cette fois-ci, il y avait clairement pas match pour les autres, même si c'était pas forcément exactement la même adversité. Il n'y avait pas de Juan Ayuso. Euh, il finit donc devant Timen Arensman, 20 secondes sur 11 km, donc c'est vraiment énorme. 26 secondes sur Valscheid et Magnus Sheffield. 30 secondes sur Primoz Roglic et Tynater. C'était quand même une belle performance de Ganna pardon, sur Tirreno Adriatico. Je pense qu'il arrive encore une fois très fort sur Milan-San Remo. Et par contre, cette année, je pense que ça sera encore plus dur pour lui que l'an dernier de suivre. Et il va falloir qu'il compte vraiment sur une mésentente entre les deux devants, tout simplement. Il faut que les deux devants se regardent pour que Ganna ait la possibilité de revenir. Et après, au sprint, bah, en vrai, il a un peu ses chances malgré tout, hein. C'est quand même un coureur qui va vite. L'an dernier, il arrivait cramax pour faire le sprint avec Van Der Poel et Pogacar. Il bat Pogacar, mais il n'arrive pas à battre Van Der Poel. C'est clairement la seule stratégie qui peut lui permettre de gagner à Pipo Ganna. Il faut un groupe dans lequel il est et que ça arrive au sprint et qu'il n'y ait pas de sprinter. Mais franchement, un top 3 de Ganna ou un top 5 de Ganna, c'est quasiment assuré sur ce Milan-San Remo. C'est pour ça qu'il est coté seulement à 10. La suite des favoris, il y avait Philipsen coté à 15. Moi, je l'ai dit pour plusieurs raisons. Philipsen, j'y crois vraiment pas. Le seul scénario dans lequel il peut s'imposer Philipsen, c'est que ça se regarde à mort. Et donc, il serait dans un groupe de 15, quoi. Et je pense clairement pas que cette année, il y aura 15 coureurs pour aller jouer la gagne, parce que Pogacar va tout faire péter. Côté à 15, on a aussi Tom Pidcock. Bah, Tom Pidcock, c'est vrai que c'est un profil qui peut correspondre à Milan-San Remo sur le papier. Pourquoi? Parce que c'est un coureur qui est capable de passer les trucs punchy et c'est un coureur qui descend très bien. Ceci dit, Tom Pidcock sur Milan-San Remo, eh ben, c'est jamais mieux qu'une 11e place en cas de participation. Et je le sens pas, Tom Pidcock. L'an dernier, il était fort aussi au moment d'arriver sur Milan-San Remo. Il n'avait pas réussi à accrocher le groupe avec Van Der Poel et Pogacar. Et je pense que cette année, ça sera encore la même chose et il n'arrivera pas à les accrocher. Et je ne suis pas sûr qu'il soit capable d'accrocher Filippo Ganna non plus. Et au sprint, je pense qu'il se fait battre par les trois premiers qu'on vient de mentionner. Donc c'est pour ça qu'il est coté à 15. En termes d'équipe, il n'est pas si mal entouré. Il y a Fred Wright autour de lui, Quinten Hermans. Après, on sait que là, vraiment, une équipe dans Milan-San Remo, ça sert à être placé à la Cipressa. Avant, à être placé au Poggio, mais cette année, il y aura plus de placement nécessaire en bas du Poggio. Donc je pense que c'est pas très grave d'avoir une équipe un peu en dessous. Et pourtant, il a une bonne équipe. La Pinarello Q36.5, Fred Wright et Tom Pidcock. Ça peut être des bons équipiers qui sont pas trop loin en bas de la bascule de la Cipressa, qui peuvent rouler pour lui avant d'arriver au Poggio. Mais franchement, c'est un scénario auquel je ne crois pas trop, donc je m'avancerai pas trop là-dessus. Et Tom Pidcock, j'ai un peu du mal à le voir aller s'imposer sur cette course-ci. Donc c'est pour ça qu'il est coté à 15. Alors qu'Isaac Del Toro est coté à 20. Et moi, je pense qu'Isaac Del Toro, il a quand même beaucoup plus de chances de s'imposer que Tom Pidcock. Si on regarde sur le plan des jambes. Ce que je disais, c'est que malheureusement, je pense que chez UAE, ça sera tout pour Pogacar cette année. Et c'est pour ça que Isaac Del Toro n'est coté qu'à 20, parce qu'il sera malgré tout un vassal de Pogacar, qu'il n'aura pas clairement sa chance. Et même s'il a les troisièmes meilleures jambes du peloton derrière Pogacar et Van Der Poel, c'est pour ça qu'il est coté que cinquième ou sixième favori, parce que en termes de rôle dans l'équipe, il sera forcément un petit peu bridé, je pense. Après, peut-être que je dis n'importe quoi, qu'on joue un scénario avec Isaac Del Toro protégé et qui peut aussi jouer pour Pogacar dans le final en attaquant sur les deux fronts Mathieu Van Der Poel. Mais franchement, j'y crois assez peu. Côté à 20, on a un coureur auquel je ne crois pas non plus, c'est Wout Van Aert. Euh, Ça me fait un peu mal de le dire, hein, parce que j'aimerais bien que Van Aert soit un concurrent prédominant dans cette édition de Milan-San Remo. Ceci dit, il est pas très rassurant en ce début de saison, Van Aert. 10e sur l'Estrade Bianche, c'était pas trop mal, je dois l'avouer. Après, sur sur Tirreno Adriatico, meilleure place 5e sur cette étape remportée par Van Der Poel au sprint. Il a fait quand même bonne allure, bonne impression, pardon, sur la dernière ascension, sur l'étape où il finit 5e là.
C'était un mur, 1,5 km à 8%, à 8,5, et il avait bien tenu. Mais j'ai un peu du mal, j'ai l'impression qu'il n'est pas non plus encore au niveau. Peut-être qu'il sera plus au niveau pour les Flandriennes et ça serait déjà très bien, mais là en plus il a chuté pas si... Enfin, ça fait pas si longtemps qu'il a repris le vélo cette année. Milan-San Remo, il n'y a pas participé depuis 2023. Et depuis 2023, ça a pris vraiment une autre dimension comme course. J'ai très peur que Van Aert ne soit pas dans le match. Et c'est pour ça qu'il est coté à 20. Et j'ai du mal à le voir accrocher la roue de Van Der Poel, Pogačar et Ganna. De Ganna peut-être pas, pourquoi pas, mais Pogačar et Van Der Poel, ce sera vraiment très compliqué d'aller chercher. En fait, ce sera compliqué pour tout le monde. Et je pense que Van Aert fera partie du tout le monde et ne sera pas dans les exceptions cette année. Il a quand même une belle équipe, Wout van Aert, au départ de Milan-San Remo. Pour l'instant, on annonce avec lui notamment Christophe Laporte, Matteo Jorgensen, Mathieu Brennan. C'est beaucoup de belles cartes. Je pense que Jorgensen et Laporte seront clairement là en tant qu'équipiers, même si Laporte a une belle pointe de vitesse. Ils seront là pour aller placer, pour prendre du vent, pour ramener Van Aert s'il est mal placé dans la Cipressa. Et ensuite, il y a Mathieu Brennan. Mathieu Brennan, c'est une interrogation. C'est un coureur qui, à l'avenir, a un profil qui convient parfaitement à Milan-San Remo, dans le sens où il est rapide et il est pas trop mauvais en punch. Ceci dit, il a jamais fait Milan-San Remo. Je ne sais pas s'il a déjà fait une course de 250 km. Cette année, il est allé chercher Kuurne, Bruxelles-Kuurne, après un début de saison un peu mitigé en Australie, malgré une victoire sur le Tour Down Under. Là, il est allé chercher Kuurne, Bruxelles-Kuurne, mais bon, les sprinters qui étaient face à lui n'étaient pas non plus d'un très très haut niveau. Et est-ce qu'il sera protégé ou est-ce qu'il jouera sa carte il jouera sa carte ou est-ce qu'il sera équipier? Je sais pas trop. Moi, je mettrais quand même tout plutôt sur Van Aert cette année, mais ça dépend vraiment de la confiance qu'aura la Visma Leasebike en Van Aert et ça dépendra en fait tout simplement des sensations de Wout. J'espère très fortement que Wout sera capable de s'ajouter au magnifique combat entre Van Der Poel et Van Aert et Pogačar, pardon. Mais j'ai peur que malheureusement il ne soit pas assez fort cette année. On verra donc ce que ça donne et ça sera un premier indicateur aussi pour les classiques flandriennes qui suivront. Je continue très rapidement. Tobias Lund Andresen côté à 25. Bon, ça c'est un peu une hérésie parce que il y a aucun monde selon moi dans lequel Lund Andresen arrive à s'accrocher. On sait qu'il grimpe pas trop mal pour un sprinter. Là, c'est complètement une autre catégorie hein, quand même, Milan-San Remo. Donc, je pense que c'est une aberration d'avoir coté si haut. Au contraire, je pense que le leader de la décathlon CMA-CGM, ça devrait plutôt être Paul Lapera. A priori, pour l'instant, il a annoncé sur Milan-San Remo, même si la composition n'est pas totalement figée du côté de AG2R, de AG2R, pardon, de Decathlon CMA-CGM. Euh, pour rappel, Paul Lapera, cette année, bon, c'est des bons résultats sur l'étoile de Bessèges. Il gagne le Tour des Alpes-Maritimes et ensuite il les existe pas trop, par contre, malheureusement, sur Tirreno Adriatico. Mais pour moi, c'est un profil qui lui convient bien mieux qu'un Andresen. Andresen qui est coté à 25, alors que l'ami Paul Lapera n'est même pas coté pour l'instant sur Winamax. Bon, ceci dit, on n'est pas encore totalement sûr de la composition, c'est Decathlon, donc c'est peut-être pour ça qu'on le voit pas. Mais en tout cas, Paul Lapera, s'il est présent, bah, je le surveillerai, je verrai ce qu'il fait. Parce qu'il a quand même fait des beaux Strade Bianche, Paul Lapera. Ensuite, côté à 40, là on a un coureur qui est beaucoup plus intéressant, même je trouve plus intéressant que Brennan, que Van Aert, à peu près au même niveau que Koch et Del Toro. C'est le Français qui a les plus grandes chances de gagner cette année, c'est Romain Grégoire. Romain Grégoire qu'on a vu s'accrocher l'an dernier à être le troisième meilleur derrière Van Der Poel, qui était vraiment plutôt bon dans la Cipressa mais avant d'exploser. Euh, je disais en début de saison que Romain Grégoire, je le sentais pas trop. Malgré sa victoire sur la Drôme, je le sentais pas trop avant les Strade Bianche. Et ben il m'a bien fait mentir puisqu'il a fini quatrième de cette course-là. Derrière les intouchables, Pogacar, c'est que ça, c'est Del Toro. On sentait qu'il n'était pas non plus aérien, Romain Grégoire, mais on sent qu'il prend un peu de la caisse. Il est capable d'enchaîner des efforts assez longs comme ça. Et bah, c'est plutôt de bon augure pour Milan-San Remo. Moi, j'ai l'impression que cette année, il sera encore trop court pour suivre le duel des deux devant. Même peut-être encore trop court pour suivre un Filippo Ganna. Ceci dit, je pense que ça sera peut-être dans les 5 derniers de la Cipressa, quoi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coureurs qui seront plus rapides que lui dans
cette montée-là et il y en a pas beaucoup qui vont lâcher après lui. Donc ça sera vraiment super intéressant de voir comment ça se goupillera pour Romain Grégoire. L'an dernier, en fait, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à basculer avec Ghana en haut de la Cipressa, sinon ils auraient pu se relayer, ils seraient tous les deux rentrés. Mais là, en fait, il s'est fait réavaler par le peloton. Et une fois qu'il est dans le peloton, bah, il joue même pas le sprint parce qu'il y a trop de monde. Et voilà quoi. Mais donc, Romain Grégoire, très belle carte française. On connaît pas encore non plus la composition de Groupama. Donc, on verra, mais je pense que ce sera clairement tout pour lui. Côté A60, on a Christophe Laporte, dont on a déjà parlé, à Matteo Jorgensen aussi. Tobias Aland Johannessen, qui est coté à 60. Alors, c'est vrai qu'il est dans une très bonne forme, mais je crois qu'il n'est pas annoncé sur Milan-San Remo tout simplement. Donc Winamax est un peu à côté de la plaque. En revanche, il y en a un qui m'intéresse et il est coté à 75, c'est Matej Moric, parce que c'est un ancien vainqueur tout simplement. Et que Matej Moric, c'est un des seuls qui, je pense, peut gagner, parce qu'il a une stratégie différente des autres. Lui, sa stratégie, c'est d'être complètement court-circuité du cerveau et de faire les descentes à tombeau ouvert. Et même si je pense que cette année, il n'est pas assez fort pour tenir la roue des mecs devant, c'est le seul que je vois être capable de les battre. Dans un scénario, ça se regarderait à mort entre Van der Poel et Pogačar. Si jamais par miracle Mohoric arrive à être pas trop loin au sommet du Poggio, eh ben on peut être certain qu'il va faire le kamikaze dans la descente, et je ne sais pas s'il sera suivi. Et franchement, c'est un des seuls que je vois jouer gagnant en fait sur ce Milan-San Remo. Pour moi, vraiment, il y a que Ghana et lui, peut-être, qui peuvent jouer gagnant sur cette course-là si on sort Van der Poel et puis Pogačar. Même un Van Aert, même si Van Aert arrive au sprint, je pense qu'il se fait battre. Donc pour moi, c'est logique que Mohoric soit coté à 100, à 75 pardon, parce que son état de forme laisse penser qu'il y a vraiment très peu de chances qu'il suive les meilleurs dans la Cipressa et le Poggio. En revanche, pour moi, c'est un des seuls qui peut gagner. Tous les mecs qu'on a présentés devant, non, j'ai oublié Isaac Del Toro, pardon, j'étais un peu gourmand. Mais pour moi, Pidcock, Van Aert, Brennan, Lund Andresen, Grégoire, Laporte, Jorgensen, Tobias Land Johansen, qui ne sera pas là. Tout ça, c'est des gars qui peuvent pas jouer la victoire. Je vois aucun scénario dans lequel ils peuvent gagner, alors que lui, Mohoric, il y a un scénario dans lequel je le vois gagner. C'est un scénario très peu probable, hein, qu'on s'entende. Mais pour moi, il peut gagner quand même, donc c'est important de le mentionner. Bon, et ensuite, dans les cotes, on est vraiment trop loin, donc je vais pas m'appesantir là-dessus. Je vais parler rapidement des équipes dont j'ai envie de parler. Les compos sont pas encore totalement officiels, mais chez Lidl Trek, on annonce Krag Andersen et Matthias Vacek. Euh, c'est des bonnes cartes. Moi, j'aime bien. Krag Andersen, vous le savez, c'est mon chouchou. Je l'adore. Il a déjà fait des super résultats sur Milan-San Remo. C'était dans d'autres équipes, mais il fait cinquième et septième, même neuvième sur les années 2021 à 2023. Et franchement, c'est un coureur qui est capable de s'accrocher longtemps. Donc je pense que ça devrait être le leader de la Lidl Trek avec Matthias Vacek. Matthias Vacek qui a montré une bonne forme cette année sur Paris-Nice, mais pas encore à la hauteur des espérances qu'il avait semées sur notamment le Giro l'an dernier où il était exceptionnel. Et Vacek n'a pas encore fait Milan-San Remo, donc un peu compliqué aussi. L'auto Intermarché, pas vraiment de carte pour gagner. Red Bull Bora autour de Lorenz Pitti, Giulio Pellizzari. Pellizzari, c'est clairement pas un profil pour lui, donc aucune chance qu'il gagne. Lorenz Pitti, c'est marrant parce que Lorenz Pitti, on le sait, il a fait une saison 2024 exceptionnelle chez la Groupama FDJ. Avant de partir chez Red Bull, où l'an dernier, Red Bull Bora, il n'a rien fait, absolument rien, il était nul. Mais cette année, là, c'est en train de revenir, j'ai l'impression, du côté de Lorenz Pitti, pour notre plus grand plaisir, parce que je pense que c'est un coureur qu'on aime tous. Il a fait des bonnes courses en Australie, il était un peu présent sur les courses d'ouverture en Belgique, et sur Paris-Nice, il a allé chercher plusieurs top 5. Euh, non, pour être précis, plusieurs top 10. Il fait deuxième, sixième et quatrième à Montargis, Apt et Isola. Donc il est en train de remonter un peu en forme, Pitti, et je pense que c'est un profil qui lui convient bien évidemment. Ceci dit, bon, il n'est pas dans la cour des grands, donc il ira pas jouer la victoire, mais moi j'aurais quand même un œil sur sa performance. Côté Soudal Quickstep, c'est très intéressant. On annonce pour l'instant Jasper Stuyven, Paul Magnier. Je ne sais pas si Paul Magnier sera au départ, pour être tout à fait honnête. Paul Magnier qui avait très bien commencé en Algarve, puis ça a été plus compliqué sur le week-end d'ouverture en Belgique. Euh, sur Tirreno Adriatico, c'était compliqué aussi. Je me demande s'il n'a pas eu des fuites aussi, donc un peu compliqué. Là, c'est encore une course qui est trop dure pour Paul Magnier. À l'avenir,
Quand il y aura plus Pogacar, c'est une course qui peut très bien lui convenir, quand aussi il aura pris un peu de caisse, parce que pour l'instant il est encore très jeune, Paul Magnier. Là, je pense que cette année, il faut pas trop compter sur lui. Et puis, il y a Jasper Stuyven, dont on ne sait pas vraiment quoi penser. Stuyven qui a changé d'équipe cet hiver, qui va sécher Soudal Quick-Step. Et donc Stuyven, ancien vainqueur de Milan-San Remo, dans un scénario super indécis, on se souvient, où il était sorti en attaque tout seul avec Krag Andersen, justement. Et en ce début de saison, il a fait un Paris-Nice pas trop dégueu, Jasper Stuyven. Déjà troisième de l'étape qui arrive à Montargis, au sprint, donc derrière Canter et Pitti. C'était pas trop mal, c'était une étape assez mouvementée. Et puis huitième sur l'étape qui arrive à Isola, donc c'est pas une étape très dure non plus, mais on l'a vu aussi à l'attaque un peu sur certaines courses. Donc à voir ce que ça donnera. Bon, évidemment, je le vois pas jouer la gagne, mais c'est un coureur que j'aime bien, donc je suis content d'en parler. Euh, Picnic et Djeko, ça va pas jouer la gagne. Uno X, j'ai un peu du mal à y croire. Il y a des beaux coureurs sur le papier, hein. Jonas Abrahamsen, Magnus Cort, Soren Warenskjold, mais je pense que ça jouera clairement pas gagnant sur ce Milan-San Remo. Pareil pour Astana, ils ont Ballerini, Bettiol, c'est des beaux coureurs, mais c'est trop dur pour eux. On n'a pas parlé de IF non plus. Bah, IF qui devrait venir a priori avec Luc Lamperti, Brian Vandenberg. Bon bah c'est des coureurs, des bons coureurs, mais ils vont clairement pas passer la Poggio Cipressa. Tudor qui vient avec Julien Alaphilippe a priori, donc ça c'est cool. Alaphilippe, ancien vainqueur aussi de Milan-San Remo, faut toujours le rappeler pardon. Mais bon, vous savez ce que je dis sur Alaphilippe depuis quelques années. C'est plus du grand Alaphilippe. Il a plus vraiment de caisse. Euh, Là, je pense qu'il va exploser hein, assez rapidement, malheureusement, Julien. Si on regarde son résultat sur les dernières années, il fait 42e. Bon, il est dans le groupe qui joue la deuxième place, la quatrième place, pardon, l'an dernier. Il avait fait un top 10 en 2024 en ayant crevé, je crois, mais je pense que ça sera vraiment trop dur pour Julien. Et puis après, Unibet qui sera présente avec Lucas Koubis, c'est rigolo d'en parler, mais bon, ils vont clairement pas jouer la victoire. De toute façon, si on récapitule, ça sera vraiment un duel entre Van Der Poel et Pogacar, ça, il n'y a pas trop de doute. Se pose quand même la question de la tactique. Moi, je suis très curieux de voir ce que va faire le UAE. Est-ce qu'ils seront capables d'être bien placés en bas de la Cipressa? C'est franchement pas gagné au vu de la composition. On disait composition assez jeune, pas forcément super expérimentée, des coureurs un peu euh, style électrique, pas forcément très fiable. Donc on verra comment ils sont placés, mais c'est le gros objectif du patron, donc il faudra être très sérieux. Et aussi on verra ce qui se passe avec Isaac Del Toro. Moi je vous dis, je le sens plutôt comme un équipier modèle, mais peut-être que la meilleure chance pour gagner pour UAE, c'est de jouer la carte Del Toro. Mais à mon avis, ce sera clairement pas le cas cette année. Et ensuite, on verra donc si Ghana est capable de s'accrocher, voir jusqu'où il va. On verra où Romain Grégoire est capable de s'accrocher, mais je pense vraiment qu'on est sur un vrai duel entre les deux meilleurs coureurs du monde. Et j'espère que ça sera excitant. J'espère qu'ils vont pas se lâcher dans la Cipressa. Et s'il y en a un qui lâche l'autre dans le Poggio, ça sera joli quand même. Donc j'espère qu'on aura une super course. Et qu'est-ce qu'on peut attendre côté français? Bah Romain Grégoire, euh, je pense sera vraiment le coureur à suivre côté français, bien évidemment. En fait, ce qui est un peu difficile dans Milan-San Remo, c'est que là, il était vraiment très fort dans la Cipressa l'an dernier, Romain Grégoire. Mais en fait, si vous êtes trop proche du peloton, il y aura toujours des mecs pour rouler derrière. Et même si vous êtes très fort, vous allez faire 40e. C'est un peu comme Liège-Bastogne-Liège ces derniers temps, parce qu'il y a toujours un gros groupe qui joue les places d'honneur. Et en fait, des mecs pas très forts reviennent et sont capables de faire des beaux sprints et prennent des belles places, alors qu'ils n'étaient pas forcément au mieux dans les ascensions. Donc, je pourrais pas garantir un top 5 de Romain Grégoire, alors que je peux le faire pour Filippo Ganna. Parce que Ganna, j'ai l'impression qu'il serait capable de ne pas être revu par le peloton. Pour Romain Grégoire, j'en suis un peu moins sûr. Donc, ça sera notre meilleure carte côté français. Peut-être aller chercher un top 5 s'il est dans une bonne journée, mais ça dépendra vraiment de s'il est capable d'être devant le peloton avant l'arrivée ou pas. Je disais donc on jettera un petit œil quand même sur Paul Lapera, ce qu'il va faire, s'il est bien présent. Sur Paul Magny, bien évidemment, même si je pense qu'il sera loin. Dommage pour Chris Laporte, qui devra être équipier a priori de Van Aert, mais moi j'ai hâte de voir Laporte sur les prochaines classiques flandriennes. Et puis Julien Alaphilippe, bien évidemment, toujours un peu à suivre, même si
Il va exploser comme tout le monde, comme 99% du peloton dans le début de la Cipressa. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut!